Mes chers élèves, salam alaikum, bienvenue dans un nouveau cours dans le cadre du programme de la troisième année BIOF, c'est-à-dire l'option internationale. Il s'agit du premier cours de l'année scolaire, c'est l'éducation alimentaire. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par éducation alimentaire ou nutritionnelle? La réponse est par la suite. L'éducation alimentaire consiste en savoir comment bien manger et se nourrir de manière saine. Afin de réaliser cela, il faut d'abord mettre en évidence les composants des aliments. La mise en évidence, Pour cela, on utilise ce qu'on appelle des réactifs ou des indicateurs colorés. Ce sont des substances chimiques qui réagissent en présence d'une autre substance en changeant la couleur. Et de cette manière, on réalise si le composant est présent dans l'aliment ou pas. Le premier indicateur est l'eau iodée qui met en évidence la présence de l'amidon. Et l'amidon, c'est une sorte de glucide. Les glucides, ça veut dire sucriyet en arabe. Donc, lors de l'ajout de l'eau iodée à un aliment qui contient de l'amidon, l'aliment prend la couleur bleu foncé. On dit alors que cet aliment contient de l'amidon. Pour mettre en évidence la présence des protides ou protéines, d'ailleurs, c'est à peu près la même chose. On verra la différence dans le prochain cours. On utilise l'acide nitrique qui prend la couleur jaune en présence des protides. Les lipides ça veut dire dohniyat, laissent une tache translucide sur le papier qui ne disparaît pas sous l'effet de la chaleur. Vous pouvez remarquer ça si une goutte d'huile tombe sur un vêtement ou un bout de papier. Cela provoque une tache plus ou moins transparente qui ne s'évapore jamais, contrairement à celle résultante de l'eau. L'oxalate d'ammonium met en évidence la présence du calcium en laissant un précipité blanc qui ne noircit pas avec la lumière. Les nitrates d'argent donnent un précipité blanc, mais celui-ci noircit avec la lumière, en présence des sels de chlorure. Ce sont aussi des sels minéraux. Le glucose fait partie des glucides. Il est mis en évidence par un indicateur appelé solution de Féline, plus le chauffage. S'il laisse un précipité rouge gris. Passons maintenant à l'application sur deux exemples d'aliments, le pain et le lait. Nous essayerons de mettre en évidence la présence de certains composants dans ces aliments. Premièrement, l'eau. On utilise le chauffage, c'est-à-dire on chauffe le pain et le lait. On remarque alors l'apparition des gouttelettes d'eau et de la vapeur d'eau. Alors, cela signifie l'existence de l'eau dans ces deux aliments, le pain et le lait. Deuxième élément à mettre en évidence, c'est l'amidon. On implique des gouttes d'eau iodée et on obtient la coloration bleu foncé, indice de présence de l'amidon dans le pain et le lait. Et ainsi de suite. À la fin, on trouve que le pain contient l'eau, l'amidon, les protides, les sels minéraux, à savoir le calcium et les chlorures, ainsi que le glucose. Et bien sûr, d'autres éléments. Le lait se compose lui aussi de l'eau, l'amidon, protides, lipides, calcium, chlorure, etc. Ces composants, glucides, protides, lipides, calcium, etc., sont appelés des nutriments ou bien des aliments simples. Le lait et le pain, alors, sont composés de plusieurs aliments simples. L'amidon, les sels minéraux, les protides, l'eau, etc. Donc, on dit que le pain et le lait sont des aliments composés, car ils sont formés de plusieurs aliments simples. Les aliments simples sont de deux types. Les aliments simples minéraux, tels que les sels minéraux et l'eau, et les aliments simples organiques tels que les glucides, les lipides, les protides, etc. En mesure des aliments simples qu'on trouve dans un aliment composé, on peut déterminer le rôle et la classification de cet élément composé. Bon, les aliments sont classés en trois catégories. Premièrement, les aliments énergétiques. De leur nom, il est clair qu'ils fournissent l'énergie nécessaire aux diverses activités du corps de l'individu. Ils sont riches en glucides et lipides, tels que le pain, la pomme de terre, le maïs, etc. Les aliments bâtisseurs ou constructeurs, ils construisent les muscles, les os et les tissus, formant les organes du corps. Ils sont riches en protides et quelques sels minéraux, comme le calcium, qui participe à la formation et le renforcement des os. Ces aliments bâtisseurs sont par exemple la viande, le poisson, la volaille, les œufs, etc. Notons bien que les protides sont considérés aussi comme des aliments énergétiques de troisième grade. Troisièmement, les aliments fonctionnels ou protecteurs, ils jouent des rôles et des fonctions dans le corps, généralement protectrices. Ils sont riches
riche en vitamines et quelques sels minéraux ainsi que l'eau, tels que les légumes, les fruits, etc. Très bien. Mais qu'arrive-t-il au corps s'il y a insuffisance en aliments sains? Là, on parle de ce qu'on appelle une carence alimentaire. Ce sont des maladies causées par la malnutrition. On parlera de 5 exemples, bien qu'il y a plus. La première carence est le kwashiorkor. C'est une maladie causée par le manque de protéines d'origine animale, caractérisée par la fonte musculaire, la perte considérable du poids, l'œdème c'est un gonflement au niveau de la peau, etc. Le goitre, causé par le manque de l'iode, est caractérisé par l'hypertrophie de la glande thyroïdienne, ça veut dire le gonflement de cette glande. L'exophthalmie, c'est la protrusion du globe oculaire. Le rachitisme, c'est symptômes, aspect incurvé et arqué des jambes, soit à l'intérieur ou à l'extérieur, gonflement des poignets et des chevilles, déformation de la boîte crânienne et de la cage thoracique. Les causes sont le manque en vitamine D ou le calcium et insuffisance de l'exposition aux rayons solaires. Ensuite, on a le scorbut, caractérisé par la fatigue permanente, perte du poids. Ensuite, on a le scorbut, caractérisé par la fatigue permanente, perte du poids et insuffisance immunitaire. Le scorbut est causé par le manque en vitamine C. Et finalement, la fameuse anémie, en arabe faqr dam, causée par l'insuffisance en fer dans le sang, caractérisée par une fatigue générale, un visage pâle et une production insuffisante d'hémoglobine. Pour se prévenir et éviter de s'atteindre par ces maladies causées par la malnutrition, il faut adopter une alimentation bien diversifiée, mais surtout équilibrée. Pour ce fait, les spécialistes ont inventé ce qu'on appelle la ration alimentaire. On peut la définir par la quantité d'aliments simples qui fournit un apport énergétique juste suffisant à notre organisme pour couvrir ses besoins énergétiques en 24 heures. Donc la quantité d'énergie consommée soit égale aux besoins énergétiques de l'individu. Et pour qu'une ration alimentaire soit équilibrée, elle doit répondre à 3 conditions. La première condition, c'est que la quantité des glucides en grammes sur la quantité des protéines en grammes aussi doit être comprise entre 3 et 5. Deuxième condition, le rapport lipides sur protéines doit être égal à 1. Et la troisième condition, la quantité de calcium en milligrammes sur la quantité de phosphore en milligrammes doit être comprise entre 0,7 et 1. Il faut attirer l'attention également au fait que la ration alimentaire change d'une personne à une autre. Comme vous pouvez l'observer sur le premier document, une personne qui pratique la course à pied a une ration alimentaire plus importante que d'autres personnes, car il a le plus de besoins, suivi par un footballeur, un cycliste et finalement une personne pratiquant la marche. C'est le premier facteur, l'activité physique. Le troisième document présente la consommation énergétique journalière par tranche d'âge. Et on peut bien constater que l'adolescent a la ration alimentaire la plus importante, puisqu'il est en phase de développement rapide. On parle ici du facteur d'âge. Un autre facteur s'agit du sexe. Vous avez sûrement remarqué que le mâle adopte une ration alimentaire plus importante que la femelle. Et chez une femelle, même la ration alimentaire change par rapport à son état physiologique et fonctionnel. Donc la femme allaitante se classe en premier, suivie par la femme enceinte et la femme normale qui a la ration alimentaire la moins importante. Conclusion, les besoins énergétiques quotidiens varient d'une personne à une autre selon l'âge, le sexe, la masse corporelle et aussi selon son état physiologique et fonctionnel et son état de santé, son effort physique et intellectuel ainsi que la température de son milieu. Voilà, c'est l'éducation nutritionnelle. Si vous avez des questions ou des remarques, mettez-les en commentaire. La prochaine vidéo, je vous proposerai un exercice très bénéfique en éducation nutritionnelle. À bientôt.